Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours des crypto-monnaies. On va aussi parler de Monero, je vais vous parler de Polygon, on va parler de décentralisation avec Vitalik. On va parler aussi de micro-stratégie et d'achat de Bitcoin. Plein de choses à vous raconter. Commençons avec le cours du BTC. Un BTC à 109 700 $ plus 2%. Un Ether à 2550 $, XRP plus 1,5%. Le marché est globalement en hausse aujourd'hui. On a eu vendredi, ce week-end plutôt, des bonnes nouvelles venant de Donald Trump, comme quoi il allait pas tout de suite, qu'il allait stopper temporairement les droits douaniers de 50% sur l'Union européenne et que ça allait être décalé à juillet finalement, et que les discussions étaient en cours pour régler ce problème des droits douaniers. Bref, il y a toujours, ça bouge autant au niveau des droits douaniers, mais globalement, ça va pour les crypto-monnaies. Et je voulais faire un zoom sur Monero. Monero, la crypto qui vient de faire son entrée dans le top 25. Monero vient de dépasser Toncoin. Je rappelle, Monero, c'est une crypto-monnaie qui permet d'assurer une confidentialité des transactions sur la blockchain par défaut. Vous envoyez de l'argent à une autre adresse sur Monero, et voilà, on ne sait pas à qui vous envoyez, c'est bien tracé. C'est pas tracé justement, contrairement à Bitcoin et Ethereum par exemple. Il y a cette confidentialité par défaut qui est vraiment top. Et là, ça vient de faire son entrée dans le top 25, qui vient de dépasser Toncoin. Malgré les difficultés qu'a Monero, dans le sens où c'est de moins en moins listé sur les exchanges centralisés avec l'arrivée de Mika notamment, et malgré ça, il y a un besoin, autour de Monero. Alors oui, le besoin il vient souvent de choses, de places de marché, de darknet ou d'autres choses pour acheter des choses interdites. Mais il y a un vrai besoin aussi des utilisateurs qui veulent juste envoyer de l'argent sans être tracés. Donc pour moi, c'est très intéressant Monero. Il y a une vraie plus-value apportée par Monero par rapport aux autres blockchains. C'est pas juste un altcoin de plus, c'est un altcoin qui a une réelle utilité Monero et qui se différencie par rapport aux autres. On peut comparer à Zcash un peu sur le même domaine, mais Zcash, les transactions ne sont pas par défaut confidentielles. Vous avez deux types de transactions, un qui est complètement public, c'est-à-dire comme Bitcoin, comme Ethereum, et un qui est privé. Alors que Monero, par défaut, tout est privé. Donc c'est vraiment différent et j'apprécie particulièrement ce que fait Monero vraiment. J'en avais il y a très longtemps, j'ai plus de Monero, mais j'aime quand même cette crypto-monnaie. Je vous rappelle ensuite qu'il y a toujours le giveaway avec Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il y a 150 € à gagner. Une personne va être tirée au sort parmi ceux qui s'inscrivent. Il y a le lien dans la description et qui réalise un trade sur la plateforme. Donc n'hésitez pas, vous connectez, vous avez en plus 10 € offerts. Ça permet de soutenir la chaîne aussi. Bitvavo, ils ont plein de crypto-monnaies. Il y a environ 400 crypto-monnaies. Il y a plein de fonctionnalités différentes. Vous pouvez faire du DCA, vous pouvez swapper. Il y a une interface pro, une interface simple. Et les frais sont vraiment très bas. On parle de 0,05% sur les paires USDC, et les paires euros, c'est pas cher non plus, c'est autour de 0,25% par rapport à d'autres plateformes qui vont facturer plus. Ensuite, on va parler de finances décentralisées et de quelque chose d'assez choquant. Est-ce que vous vous rappelez du piratage de Mango Market? C'était Avraham Eisenberg qui avait fait ce piratage. Ça a fait beaucoup de bruit. C'était une place de marché c'était une application de finances décentralisée sur Solana qui avait été piratée. Il avait récupéré une quantité énorme, des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Et là, en fait, il vient d'être jugé non coupable sur la partie fraude électronique. En gros, le juge a dit, bah non, il a pas trompé, il a pas trompé Mango Market. Ils n'ont pas réussi à prouver qu'il y a eu des règles qui ont été contournées au final. Ça rejoint un peu toute la notion de code is law. Et en fait, le code qui est dans le smart contract, c'est ça avec lequel Avraham Eisenberg a interagi. Et dans ce cas-là, c'est pas un vrai piratage. Il y a eu deux autres sujets qui lui étaient reprochés, pour lesquels le juge dit que il n'est pas prouvé que l'État de New York soit la bonne juridiction pour juger de tout ça, parce que Mango Market n'est pas basé à New York, Avraham Eisenberg n'est pas basé à New York, et il n'est pas sûr que les utilisateurs étaient basés à New York, donc il n'est pas compétent pour juger tout ça. Et on est en train de voir en fait les limites de la justice traditionnelle pour juger des hackers dans un monde complètement décentralisé. Certaines fois, ça peut poser problème. Et surtout, c'est catastrophique pour les protocoles de finances décentralisées si maintenant plein de hackers se mettent à les pirater en se disant c'est pas grave, je vais pas être jugé coupable de fraude parce que regardez la jurisprudence de Mango Market. C'est assez fou cette news, vraiment. C'est assez choquant de voir ça. Alors on rappelle aussi Avraham Eisenberg, il a été jugé coupable 4 ans pour détention de matériel pédopornographique. Donc il va faire de la prison, mais pas pour le piratage de Mango Market. Et ça quand même, c'est un point vraiment très très inquiétant. J'aimerais voir jusqu'où cette affaire va aller, est-ce qu'il y aura des appels, etc. Parce que ça va vraiment impacter énormément de choses. Ça montre aussi à quel point il va être nécessaire de continuer de réaliser des audits de sécurité pour les protocoles de finances décentralisés, etc. Parce que s'il y a une armée de hackers qui sont lâchés sur les protocoles qui disent on risque pas la prison, ça va être catastrophique. Ensuite,
Une mauvaise nouvelle pour Polygon. On a un cofondateur de Polygon, Mihailo Bielik, qui quitte Polygon. C'est le troisième cofondateur qui quitte Polygon. Il n'y en a plus qu'un seul, Sandeep Nailwal. Il dit ça fait plusieurs années qu'il est sur Polygon. C'est vrai, ça fait très longtemps qu'il est sur Polygon. Il est depuis de l'époque où ça s'appelait Matic. Et voilà, Polygon a du mal en ce moment. Le prix du Polygon a beaucoup chuté. La technologie est toujours là sur Polygon. C'est très intéressant ce qu'ils font d'un point de vue technologique. D'un point de vue communauté, ils ont du mal. Ils ont raté le coche en fait des layers 2 optimistiques tels que Arbitrum et Optimism. Ils sont passés directement en technologie Zero Knowledge. Ils ont mis beaucoup de temps. Du coup, ils sont arrivés en retard et ils ont du mal. Leur blockchain, la ZKEVM n'a pas trop marché. La transition de Polygon en layer 2 n'a pas encore été réalisée. Et tout simplement, le projet est en difficulté. Il a été dépassé par des projets tels que Base, par exemple, Optimism, Arbitrum, etc. Et d'ailleurs, Base, qui est le concurrent qui est un concurrent de Polygon, ils viennent de poster une roadmap où ils disent qu'ils veulent arriver à des transactions très rapides de 200 millisecondes. Ils veulent des transactions avec des coûts très bas de 1 centime. Ils veulent atteindre jusqu'à 200 transactions par seconde. Ils veulent atteindre une décentralisation en stage 1, stage 2. Mais en fait, ils sont aussi challengés par Polygon, qui dit justement le nouveau CTO de Polygon. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez étrange, qui est assez rare. Il vient d'être nommé CTO, donc directeur technique. Et précédemment, il était RSSI, il était Chief Information Security Officer. C'est assez rare de voir ce move de Chief Information Security Officer vers CTO. Bref, il vient d'être nommé, je le connais depuis un certain temps, il est très actif dans l'écosystème Web3 sécurité, et il vient de poster que lui il veut faire tout ce que fait Base, mais en plus ils veulent rajouter l'aspect décentralisation du séquenceur. Le séquenceur, c'est cet élément central qui permet d'envoyer des transactions pour les utilisateurs. Donc si le séquenceur, l'entité qui détient le séquenceur a vraiment beaucoup de pouvoir sur le L2, peut bloquer des transactions, empêcher certaines transactions de passer. Et Polygon veut arriver avec un séquenceur décentralisé qui va être les validateurs tout simplement du réseau Polygon dans la transition que compte faire Polygon. Et du coup, Vitalik est venu un peu clarifier tout ça et pour dire, selon lui, le plus important, c'est effectivement stage 1 et stage 2, du coup, les éléments qui sont décrits sur L2Bit qui permettent d'assurer une meilleure décentralisation selon Vitalik. En gros, ça a créé, par exemple, aucune mise à jour ne peut être réalisée avant 30 jours. Il faut qu'il y ait un comité, il faut que la mise à jour soit publiée et ensuite les utilisateurs ont le temps de voir la mise à jour pour voir s'ils doivent bouger ou non. Et le temps de spécialistes d'émettre des alertes pour dire attention, il faut bouger. Vitalik dit il est important de faire stage 1, stage 2 et la décentralisation du séquenceur, c'est quelque chose qui peut se faire après parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Vu que les L2 sont construites sur le réseau Ethereum qui lui est décentralisé et qu'elles héritent au final de cette décentralisation à travers les diverses fonctionnalités qui existent sur les L2, c'est pas une priorité d'avoir le séquenceur décentralisé. Et on comprend en fait que c'est pas quelque chose que Vitalik pousse. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gros projets tels que Arbitrum, Optimism qui sont en train de travailler vraiment sur cette décentralisation du séquenceur qui amène aussi d'autres problèmes. On peut avoir les attaques sandwich, etc. qui sont de retour sur les séquenceurs décentralisés alors qu'il n'y en a pas vraiment sur les séquenceurs centralisés. De par la centralisation, il y a une seule entité qui maîtrise tout ça et il n'y a personne qui voit passer les transactions. Et si ce qui vous intéresse c'est la décentralisation des protocoles, là je vous invite à regarder DeFi-Scan, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment un très très bon site pour analyser les protocoles finaux décentralisés. Malheureusement, il n'y a pas encore suffisamment de protocoles de DeFi, mais on peut voir que les plus décentralisés c'est Liquidity, c'est Pool Together, Uniswap. Les moins ceux qui sont en niveau 1 sur 2, c'est déjà très bien, c'est vraiment une étape très très importante d'être en stage 1. On a Morpho notamment, on a Aerodrome, on a Ajna. Dans Stage 0, on a certains qui ne sont pas vraiment décentralisés, tels que AVV3, donc la version d'AV la plus utilisée, Compound aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments vraiment il y a un petit groupe de personnes qui peuvent au final réaliser des updates et modifier le protocole et causer des problématiques sur le protocole. C'est pour ça que au contraire, attention, je ne vous dis pas qu'AV c'est nul, au contraire, c'est un très très bon protocole, mais d'un point de vue centralisation, ils ont encore du travail à faire. Et c'est pour ça aussi qu'il faut miser sur d'autres protocoles de DeFi. Il n'y a pas que AV, il y a Morpho par exemple qui est un très bon protocole, il y en a beaucoup d'autres dont j'ai parlé. Mais vraiment, c'est bien d'avoir, en fait, si vous faites un pari sur un narratif, par exemple narratif DeFi, moi je conseille de ne pas avoir un seul actif dans ce narratif, mais d'en avoir plusieurs, d'identifier les potentiels gagnants selon plusieurs critères, selon la TVL, selon la sécurité, il y a plein de choses à prendre en compte. Et ensuite, de miser sur ce narratif avec plusieurs chevaux au final. Et pour finir, on a MicroStrategy qui continue d'acheter du BTC. Ils viennent d'acheter 427 millions de dollars, 4020 bitcoins. Ils se rapprochent de la barre des 600 000 bitcoins, 580 000 bitcoins. Ils se rapprochent tout simplement doucement des 3% de tous les bitcoins en circulation.
Bref, c'est assez fou ce que fait MicroStrategy. Jusqu'où ils vont aller, honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'ils vont dépasser le million de Bitcoin? Moi, ma théorie, c'est qu'ils vont réussir à dépasser 1 million de Bitcoin d'ici 2 ans, 2-3 ans. S'ils continuent comme ça à lever des milliards et des milliards, ça devrait être réalisable. C'est pas si grave que ça, hein, pour le Bitcoin. Alors oui, ça crée une entité qui a beaucoup de BTC, qui a par exemple 6% de tous les Bitcoins. Mais bon, si on a confiance dans le BTC, on se dit que le BTC va continuer d'augmenter massivement, c'est pas un problème et ça va plus être un puits, enfin, un fonds, une société qui va jamais vendre de BTC et c'est tant mieux, on va dire, pour le BTC, mais ça peut emmener aussi, en cas de baisse drastique du BTC, le pire scénario, ça serait une dilution massive par exemple, des actionnaires de MicroStrategy et il y a un changement de direction et qu'ils décident de vendre les BTC. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.